Dans ce paragraphe, nous allons définir et étudier la notion de base orthonormée. Donc on se donne E un espace vectoriel qu'on suppose de dimension finie, n, et on le suppose muni d'un produit scalaire, donc on a donc un espace euclidien de dimension n. Alors qu'est-ce qu'on appelle une base orthonormée? Il y a une base orthonormée de E, c'est tout simplement une base de E qui est en même temps une famille orthonormée. Alors comme on l'a vu dans le paragraphe sur les familles orthonormées, on peut dire orthonormée ou orthonormale, et il ne faut pas confondre avec orthogonale. Alors on a vu aussi qu'une famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre, donc on en déduit une caractérisation simple des bases orthonormées. Donc une famille de vecteurs 2 est une base orthonormée si et seulement si c'est une famille orthonormée formée de n vecteurs. C'est-à-dire, pas besoin de montrer que c'est une base, on ne montre ni qu'elle est libre ni qu'elle est génératrice, on compte tout simplement ces vecteurs. Alors ceci, bien sûr, à condition qu'elle soit orthonormée. Donc, voyons la démonstration. Donc on suppose que la dimension de E c'est n, et on suppose qu'on a une famille de vecteurs de E, donc au départ il y a p vecteurs. Donc si cette famille est une base orthonormée, alors c'est une famille orthonormée, et comme c'est une base, p qui est le nombre de vecteurs de cette famille, c'est égal à n qui est la dimension de E. Donc on a bien montré que la famille est orthonormée et qu'elle est formée de n vecteurs. Alors faites attention au vocabulaire, ici c'est la dimension. Ici quand on compte le nombre de vecteurs, ce n'est pas la dimension, parce que ce n'est pas un espace vectoriel mais une famille, c'est le cardinal. Il ne faut pas confondre dimension et cardinal. Alors réciproquement, on suppose qu'on a une famille orthonormée et qu'elle est formée de n vecteurs, et on veut montrer que c'est une base. Alors, comme notre famille est orthonormée, d'après le corollaire 26, elle est libre, et comme son cardinal c'est n et c'est la dimension de E, elle est maximale, et donc c'est une base de E. Et donc ceci prouve notre équivalence. Alors, des exemples. Donc, dans R puissance n, ce qu'on appelait la base canonique, eh bien c'est une base orthonormée pour le produit scalaire canonique. Donc là, si tout est canonique et le produit scalaire est la base, alors c'est une base orthonormée. Donc, voyons voir la preuve. Donc on munit Rn de son produit scalaire canonique et de sa base canonique, c'est-à-dire c'est les vecteurs dont toutes les coordonnées sont nulles, sauf une coordonnée qui vaut 1. Alors pour montrer qu'elle est orthonormée, on calcule les produits scalaires EI scalaire EJ. Donc si on prend I différent de J, par exemple I strictement plus petit que J, quand on fait EI scalaire EJ, donc vous faites comme ça, multipliez les coordonnées, les composantes entre elles, puis vous additionnez les résultats. Donc au ième terme, la ième composante de EI c'est 1, et la ième composante de EJ c'est 0. Ensuite c'est des 0, et même phénomène au jème terme, mais c'est 0 fois 1. Donc on voit qu'on trouve 0. Donc là, on vient de montrer que la famille est orthogonale. Ensuite on fait EI scalaire EI. Donc cette fois les deux 1 se rencontrent au ième terme, donc il reste 1. Et donc ça prouve que la norme de ce vecteur est 1, donc les vecteurs sont unitaires et orthogonaux, donc on a bien une famille orthonormée. Et donc comme il y a n vecteurs et qu'elle est orthonormée, et que la dimension de R puissance n c'est n, on a une base orthonormée. Alors un autre exemple, si vous prenez R³ avec toujours le produit scalaire canonique, eh bien cette famille est une base orthonormée. Donc c'est pour montrer qu'on peut prendre autre chose que la base canonique, et ça peut quand même être une base orthonormée. Donc on introduit ces trois vecteurs. Alors, on peut montrer qu'elle est orthonormée par des calculs, mais en fait c'est celle qu'on a obtenue avec l'algorithme de Gram-Schmidt dans le paragraphe précédent. Donc on sait qu'elle est orthonormée, donc on ne le revérifie pas. Et comme on a trois vecteurs en dimension 3, c'est une base orthonormée. Donc quand on applique l'algorithme de Gram-Schmidt à la base canonique, on obtient ces trois vecteurs. Et ça donne une base orthonormée. Non, on n'a pas appliqué à la base canonique, on l'avait appliqué à cette famille. Et on avait obtenu celle-ci.
Alors, troisième exemple, c'est pour les polynômes. Donc, dans Rn crochet x, on avait défini la base canonique. Est-ce qu'il existe un produit scalaire pour laquelle elle est orthonormée? Oui, c'est le produit scalaire suivant. Mais ce produit scalaire, on verra qu'on ne l'utilise pas vraiment sur les polynômes. Donc sur Rn de x, on ne définit pas de produit scalaire canonique. Donc on aurait pu prendre celui-là, mais ça a peu d'intérêt en pratique. Donc là, je vous en parle quand même, puisque c'est pour ce produit scalaire que la base canonique est orthonormée. Alors donc, on définit cette forme sur Rn de x. Alors je vous rappelle que p km de 0 sur factoriel k, c'est le kème coefficient de p. Donc c'est-à-dire que si p c'est somme des akxk et q c'est somme des bkxk, le produit scalaire entre p et q c'est somme des akbk. Donc on multiplie 2 à 2 les coefficients des polynômes. Donc on ne va pas montrer que c'est un produit scalaire ici parce que c'est un peu long et c'est assez simple. Alors si on veut montrer que la base canonique est orthonormée, c'est un peu le même calcul que dans Rn. Si vous faites xi scalaire xj avec i qui est strictement plus petit que j, on se retrouve dans la même situation, on trouve 0. xi scalaire xi, ça fait 1. Et donc notre base canonique est bien une base orthonormée pour ce produit scalaire. Ensuite, un autre exemple avec les polynômes. Donc si on prend ce produit scalaire, qui est étudié dans le premier exercice du TD, eh bien cette famille est une base orthonormée. Alors, qu'elle est orthonormée, on pourrait le vérifier, mais en fait, on l'a obtenu au paragraphe précédent avec l'algorithme de Gram-Schmidt, donc on est sûr qu'elle est orthonormée. Et comme on a 3 vecteurs en dimension 3, ça fait une base orthonormée. Alors, quelques résultats généraux. Un théorème d'existence. Donc, dans un espace euclidien, il existe des bases orthonormées. Donc, on avait vu que dans un espace vectoriel de dimension finie, il existe des bases. Ici, si en plus il y a un euclidien, donc il y a un produit scalaire, eh bien il existe des bases qui sont orthonormées. C'est plus précis. Alors, voyons la démonstration. Donc déjà, comme on l'a rappelé, comme E est de dimension finie, il a des bases, donc j'en prends une, qui n'est pas du tout orthonormée au départ. Et j'applique le théorème de Gram-Schmidt, qui permet d'orthonormaliser cette famille en une famille que j'appelle epsilon h jusqu'à epsilon n. Alors cette nouvelle famille est orthonormée, et l'espace engendré par les n vecteurs est égal à l'espace engendré par les n premiers vecteurs. Comme B est une base de E, ça fait E. Donc, la famille epsilon 1, epsilon n, elle est génératrice de E, et comme elle a n vecteurs et que de dimension n, elle est minimale, et donc elle est une base de E. Et donc on a bien trouvé une base orthonormée de notre espace euclidien. Donc c'est grâce à l'algorithme de Gram-Schmidt. Alors, deuxième théorème, c'est le théorème de la base orthonormée incomplète. Donc si on prend une famille orthonormée, eh bien on peut la compléter en une base orthonormée de E. Donc on se donne une famille orthonormée avec P vecteurs, et on appelle n la dimension de E. Donc d'après le corollaire 26, on a une famille libre. Et donc d'après le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de E. Donc j'ai rajouté des vecteurs là, up plus 1 jusqu'à un. Et ensuite on applique l'algorithme de Gram-Schmidt à cette famille, et on obtient une famille W1 jusqu'à Wn qui est orthonormée. Mais il y a un point important dans l'algorithme de Gram-Schmidt, c'est qu'il se fait par récurrence. Donc on fait d'abord U1, puis U2, puis U3. Et puis il y a un Z d'unicité à la fin. Alors ce qu'on remarque, c'est que la famille U1UP elle est orthonormée. Pour tout cas entre 1 et P, UK ça appartient bien à un vect d'une famille de vecteurs où il y a UK. Et UK scalaire UK, c'est la norme au carré, ça fait 1 parce qu'ils sont normés. Donc les vecteurs U1 jusqu'à UP, ils vérifient les mêmes propriétés que les vecteurs W1 jusqu'à WP. Et donc par unicité dans le théorème de Gram-Schmidt, eh bien ce sont les mêmes vecteurs. Donc c'est-à-dire que quand vous appliquez l'algorithme de Gram-Schmidt à des vecteurs qui sont déjà orthonormés, eh bien l'algorithme ne les modifie pas. Donc ici, quand on fait l'algorithme de Gram-Schmidt à cette famille,
eh bien quand on fait les p premiers vecteurs, ils ne sont pas modifiés, puisqu'ils étaient déjà orthonormés. Et par contre, les vecteurs suivants, eux, vont peut-être être modifiés. Puisque ceux-là, on ne sait pas du tout comment on les a choisis, on sait juste que ça fait une base à la fin. Donc notre nouvelle famille, les premiers vecteurs, c'est encore nos vecteurs U. Et donc, on a dit qu'elle était orthonormée, puisque c'est donné par la gomme de Gram-Schmidt, et elle est formée de n vecteurs, où n c'est la dimension de E, donc c'est une base orthonormée de E. Et donc on a bien complété notre famille U1UP avec d'autres vecteurs pour obtenir une base orthonormée de E. Donc la méthode générale elle est compliquée, il faut compléter notre famille pour trouver une base, et ensuite il faut orthonormaliser cette base. Donc a priori c'est assez calculatoire. Donc on va voir sur un exemple qu'on essaye plutôt de deviner comment compléter notre famille si on peut éviter de faire de très longs calculs. Donc par exemple, on se donne un vecteur de R3 muni du produit scalaire canonique et on veut en déduire une base orthonormée. Donc on prend ce vecteur, alors déjà il n'est pas unitaire, donc on le divise par sa norme, ça fait un vecteur W1. Et donc là on a une famille orthonormée avec un seul vecteur, on veut la compléter en une base orthonormée de R3, donc il faut rajouter deux vecteurs. Alors plutôt que faire les longs calculs qui ont donné le résultat théorique, on va essayer de deviner deux vecteurs qui sont orthogonaux à W1 et orthogonaux entre eux et qui sont unitaires. Donc on commence par en deviner un. Donc là comme je vois qu'il y a un 0 ici, si je prends 0, 1, 0, ben ces deux vecteurs sont orthogonaux. Ce vecteur W2, il est norme 1, donc c'est gagné, j'ai rajouté un deuxième vecteur, et W1, W2 est une famille orthonormée. Alors ensuite, il faut en trouver un troisième. Donc, j'essaie de le deviner. Donc ici, comme j'ai deux zéros, bah, si je prends n'importe quoi, 0, n'importe quoi, eh bien ce vecteur sera orthogonal à celui-là. Donc là, j'ai encore beaucoup de choix. Et pour ces deux composantes-là, où je mets n'importe quoi, je les choisis de telle sorte que ce soit orthogonal à 3, 0, 4. Donc moi, je mets moins 4 et 3. Donc là, j'ai un vecteur V3, on pourrait l'appeler, qui est orthogonal à W1 et à W2. Et pour qu'il soit unitaire, je le divise par sa norme, et ça me fait W3. Et donc là, j'ai trouvé une famille orthonormée, 3 vecteurs en dimension 3, donc une base orthonormée de R2 crochet X. Donc, on voit qu'en général, si on peut ne pas faire l'algorithme de Gram-Schmidt, mais deviner, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors ce n'est possible, bien sûr, qu'en dimension 3, en dimension n, on ne peut pas deviner comme ça tous les vecteurs. Alors, et l'intérêt donc des bases orthonormées, ce sont les deux théorèmes suivants. On a des formules qui permettent de faire des calculs relativement au produit scalaire ou à la norme. Alors, premier théorème, on sait calculer les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée avec le produit scalaire. Donc on prend n'importe quel vecteur U, n'importe quelle base orthonormée E1, En, et bien le vecteur U, il s'écrit somme pour i allant de 1 à n des U scalaire EI, donc ça c'est un réel, fois le vecteur EI. Donc quand on écrit U égale somme des lambda I EI, les lambda I c'est ce qu'on appelle les coordonnées de U. Donc en fait là le théorème dit que les coordonnées de U dans la base orthonormée E1, En, ce sont les produits scalaires U scalaire E1, U scalaire E2, U scalaire En. Donc là on a bien une formule qui donne les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée. Démonstration. Donc U vecteur de E, B base orthonormée. Donc on note lambda 1, lambda n, les coordonnées de U dans la base B, c'est-à-dire que U c'est somme des lambda k, ek, et les lambda k sont des réels. Alors, ce calcul est important, il faudra savoir le refaire. Pour I, un indice entre 1 et n, donc je prends une autre lettre que k, pour ne pas avoir des calculs absurdes, je fais U scalaire EI. Donc ça fait somme des lambda k, ek scalaire EI. Là je développe par linéarité à gauche. Et donc là aussi, raisonnement important, EK scalaire EI,
comme la base est orthonormée, ça fait 0, sauf si k égale i. Dans ce cas-là, on a EI scalaire EI qui fait la norme au carré, qui fait 1 au carré, qui fait 1, puisque les vecteurs sont unitaires. Donc dans ma somme, ici, k va de 1 à n, et à un moment, k vaut i. Et donc le produit scalaire vaut 1, et puis ensuite, k va de i plus 1 à n. Et donc il reste qu'un seul terme, c'est lambda i. Donc on va souvent rencontrer comme ça des sommes où en fait il n'y a qu'un seul terme qui est non nul, il faudra apprendre à les simplifier. Donc on a montré que u scalaire i c'est lambda i. En remplaçant i par k, ça fait u scalaire ek égale lambda k. Et donc si on le réinjecte dans cette formule, on a obtenu u égale somme des u scalaire ek fois le vecteur ek. Donc faites attention, ici c'est un réel. Quand il y a des vecteurs mais qu'on les met entre crochets comme ça devient un nombre. Mais ça c'est bien un vecteur. Alors théorème suivant. Donc si u on le décompose dans la base b et v aussi, donc les coordonnées c'est x1 xn et v c'est y1 yn, alors u scalaire v ça fait somme des xi yi. Donc ça fait penser au produit scalaire canonique dans R puissance n, mais là on n'est plus dans R puissance n, on est dans n'importe quel espace euclidien E, et xi y ce ne sont pas les composantes de u et v. De toute façon c'est absurde parce que là u et v peuvent être des fonctions, peuvent être des matrices, des suites, on ne sait pas du tout ce que c'est. Xi, Y, ce sont des coordonnées dans une base orthonormée. Donc ça ressemble, mais ce n'est pas pareil. Et alors si on combine avec le théorème 32, bah, Xi c'est U scalaire EI, et YI c'est V scalaire EI. Donc le U scalaire V, le produit scalaire entre deux vecteurs quelconques, on peut comme ça le décomposer comme une somme avec des produits scalaires de U et V avec la base orthonormée. Et donc en particulier, si vous prenez u scalaire u, ça fait la norme de u au carré. Donc ça fait la somme des xi au carré, donc la nouvelle analogie avec la structure canonique de Rn. Et donc avec le théorème 32, ça fait la somme des carrés des produits scalaires. Donc ici je peux élever au carré puisque c'est bien un nombre. La démonstration. Donc u et v vecteur de E qu'on écrit dans la base B. Alors quand on fait u scalaire v, ça fait somme des xk produit scalaire avec somme des yk. Et là on développe par bilinéarité. Comme on a expliqué au début du chapitre, il faut mettre deux variables différentes. Donc là je mets i et j, donc ça donne ceci. Donc j'ai une double somme. Alors même raisonnement que dans le théorème précédent, ce terme, il est nul, puisque la famille est orthonormée, sauf quand j égale i. Donc la variable là c'est j. Donc dans cette somme, il ne reste qu'un seul terme, c'est quand j égale i, donc ça fait xi, yi fois 1, donc ça fait xi, yi. Donc j'ai la somme des xi, yi, bah, c'est ce que je voulais démontrer. Et avec le théorème 32, ça donne cette formule. Ensuite on fait v égale u, et on obtient la seconde formule. Donc ceci termine ce paragraphe. Donc il faut bien connaître les deux démonstrations, parce que c'est des calculs importants avec des combinaisons linéaires de vecteurs et des produits scalaires. Et puis il faut aussi connaître les formules, on va voir qu'on va les utiliser dans les paragraphes suivants.